Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. Vous avez dû constater comme moi que notre monde est de plus en plus complexe. Quel que soit votre domaine de prédilection, peut-être même votre domaine de compétence, le nombre de données à connaître, à maîtriser pour réussir est de plus en plus important. Les finances personnelles n'échappent pas à la règle. Quoi qu'on en pense, parce que l'on dit finances personnelles et on a l'impression que c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins important que les finances d'entreprise. Et en réalité, je l'ai pensé longtemps, ou en tout cas, j'ai longtemps agi comme si je le pensais. Après une bonne école de commerce, j'ai pu créer mon entreprise, ma première entreprise, et je l'ai gérée, je soupçonne, correctement. Je savais lire un bilan, un compte de résultats, un grand livre. Je savais mesurer la santé de mon entreprise au travers de sa comptabilité. Quelque part, au niveau entreprise, j'étais au top. Par contre, concernant mes finances personnelles, c'était beaucoup plus compliqué. Comme tout le monde, j'avais compris une chose, je devais gagner ma vie et je me servais de l'argent que je gagnais pour régler mes factures, aussi bien les dépenses contraintes, le loyer, l'électricité, les impôts, que les dépenses plaisir. Je me souviens qu'à cette époque, j'avais eu la bonne idée de commencer une collection de flacons de parfums miniatures que l'on avait à l'époque gratuitement si on achetait un parfum ou alors que vous pouviez acheter et maintenant il y en a de moins en moins des gratuites, mais vous pouvez effectivement les acheter. Croyez-moi, ça reste une collection capable d'avaler rapidement l'ensemble de l'argent disponible. Soit parce que vous achetez des grands vrais parfums pour avoir la miniature, soit parce que vous achetez directement les miniatures et que certaines valent très cher. Donc dépenser, clairement, je savais faire. Mais je n'avais jamais réfléchi à la manière dont j'envisageais ma vie financièrement. Je n'avais aucune connaissance du monde des investissements. Je ne savais pas comment faire pour faire fructifier mon argent, ni quel placement choisir, ni à qui confier mon épargne, ni à qui faire confiance. Et c'était il y a 20 ans. Depuis, le monde est devenu encore plus complexe. Des informations, il y en a partout. Elles sont à portée de main sur internet, il y en a des tonnes et en réalité, vous ne savez toujours pas à qui vous devez vous adresser en toute confiance et pour quels résultats. Donc on a multiplié les informations, mais absolument rien qui vous permette de savoir si vous êtes sur la bonne piste ou pas, si vous écoutez la bonne personne ou pas. Alors dans cet univers complexe, compliqué, qui part dans tous les sens, il y a un point de repère, ce sont les banques et les banquiers. Les banques, parce que ce sont le point de passage obligé pour déposer vos sous quelque part, donc les sous que vous avez peut-être durement gagnés. Vous n'allez pas les laisser sur votre matelas, de toute façon c'est pas très raisonnable. Il y a encore des petites souris qui se promènent, notamment à la campagne. Donc vous allez effectivement mettre ces sous à la banque, surtout que c'est un virement de votre employeur, donc encore plus difficile de mettre un virement sous un matelas. Vous faites confiance à la banque pour qu'elle garde votre argent à l'abri des voleurs et des souris et pour que vous retrouviez cet argent le jour où vous en aurez besoin. J'entends quand même de plus en plus et de plus en plus fréquemment des amis me dire: «Je ne fais pas confiance à la banque, je ne fais plus confiance à ma banque». En réalité, ils ne m'ont jamais donné un seul conseil de placement rentable. J'ai entendu aussi, la dernière fois que j'ai voulu retirer une grosse somme d'argent, ils m'ont fait subir un interrogatoire de police, alors que c'est mon argent et que j'ai quand même le droit d'en faire ce que je veux. Si c'est votre cas, je crois que vous allez vite comprendre ce dont je parle. Avec ça, on entend de ci de là et de plus en plus, là aussi, l'État qui veut piocher dans l'épargne des Français pour éponger ses dettes. Et ça, c'est super anxiogène. Alors je vous rassure tout de suite, l'État n'ira pas directement réquisitionner l'argent sur vos comptes bancaires.
Généralement, il agit avec un petit peu plus de subtilité. Une petite taxe, un petit impôt et l'argent part à l'État sans même que vous ayez votre mot à dire. Un exemple tout bête. Prenez le livret A. Aujourd'hui, il ne rapporte certes pas grand-chose, mais il n'est pas fiscalisé. Donc tout ce qu'il rapporte arrive dans votre poche. Il suffit qu'il devienne fiscalisé et c'est comme si on vous prenait une partie de votre épargne. Ni vu ni connu, sans qu'il y ait particulièrement de cris d'orfraie ou que ce soit. Donc on met son argent à la banque, on peut le récupérer parfois en criant un peu. L'État ne prendra probablement pas tout, même si peut-être il sera tenté d'en prendre un petit bout, au travers d'un impôt ou d'une taxe. Ça, c'est une chose. Faire confiance à la banque pour garder un compte précis et sans erreur de l'argent qui lui est confié, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Lui faire confiance pour obtenir un crédit, surtout le jour où vous en avez besoin, disons qu'on peut plutôt faire confiance aux banques pour ne prendre aucun risque quand ils accordent un crédit. Donc si vous êtes dans un profil non risqué, vous l'aurez sans aucun problème. Si vous êtes sur un profil un petit peu plus compliqué, peut-être que non, vous ne ferez pas confiance à la banque pour obtenir votre crédit. Est-ce qu'on peut s'en remettre à son conseiller bancaire pour obtenir des informations sur le placement du siècle? Clairement, non. Pour ce qui est des placements, la banque n'est probablement pas l'interlocuteur à qui il faut faire confiance. Donc vous pourriez être tenté d'aller chercher ailleurs et d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, qui est là pour vous orienter, en principe, vers des placements financiers. Le problème, c'est que, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et si vous en avez fait l'expérience, vous savez qu'une fois que vous avez réalisé votre placement, que vous avez confié de l'argent à une institution via ce conseiller en patrimoine, le plus souvent, vous êtes laissé seul face à vous-même et face à l'évolution des marchés. Et vous ne savez toujours pas s'il faut garder les titres que vous avez achetés, les vendre, arrêter, continuer, par exemple, de placer sur votre assurance vie. Le conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous indiquer un placement et très souvent, après, il ne vous dit pas ce que vous devez faire. C'est assez normal parce que la plupart touchent une commission sur l'argent que vous leur avez confié, pas sur vos performances. Sans compter qu'un conseiller en gestion de patrimoine, ça impressionne sûrement une partie des personnes qui m'écoutent aujourd'hui, qui ne se sentent pas très à l'aise avec l'argent et qui n'ont pas envie d'aller se confronter à une personne experte. Alors, à qui peut-on faire confiance? À qui peut-on faire confiance pour s'informer correctement et savoir quoi faire? Vous avez la presse. Très concrètement, les journalistes n'en savent pas tellement plus que vous en économie. Et ils propagent beaucoup trop de ce que j'appelle des fake chiffres à mon gré. Ils ne savent pas poser les bonnes questions quand ils ont un expert en face et donc ils se laissent berner par n'importe quelle information. Vous avez YouTube et les réseaux sociaux. Et a priori, j'ai vraiment rien contre YouTube et les réseaux sociaux, mais il y a quand même à boire et à manger dans cet univers. C'est hyper facile de raconter n'importe quoi sur YouTube. C'est beaucoup plus compliqué de vérifier la légitimité de celui ou de celle qui parle. Et c'est probablement dangereux de se fier à quelqu'un qui est disposé à vous former ou à vous informer gratuitement ad vitam aeternam. Je ne parle pas de le faire pendant 10 jours, 15 jours, un mois éventuellement, sans autre motivation que votre bien ou le bien public. La question c'est: de quoi se nourrit-il? Comment mange-t-il? Comment gagne-t-il de l'argent? Puisque cette personne a l'air de vous fournir ad vitam aeternam de l'information gratuite. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, je me suis fixé 3 règles à respecter, quoi qu'il se passe. La première, décider par moi-même et donc me former pour ça. Comme ça, même si je me trompe, je suis la seule personne à blâmer et c'est toujours mieux que d'en vouloir à la terre entière. Ne pas écouter ceux qui n'y connaissent rien, ni les analyses économiques de la presse grand public, ni les conseils de mon oncle Franck, qui est fonctionnaire de son État et qui n'a jamais investi un copec de sa vie et compte sur l'État pour payer sa retraite. J'espère pour lui que l'État sera en mesure de la lui payer, mais ça n'est pas sans investir, en touchant son salaire tous les mois et sans préparer sa retraite, que c'est un expert en investissement. Je n'écoute que les personnes qui s'y connaissent. Et comment je reconnais une personne qui s'y connaît? Parce qu'elle a l'expérience de la chose, qu'elle a fait le chemin avant moi et qu'elle a obtenu
des résultats. C'est la troisième règle. Me méfier du pouvoir des images parce qu'elles sont trompeuses et vérifier les histoires avec des faits. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit expert qu'il l'est. Ce n'est pas parce qu'il conduit une voiture de luxe qu'il est propriétaire de la dite voiture de luxe. Les voitures de luxe aussi, ça se loue et ça se loue à l'heure. Attention aux vendeurs de rêves. La vraie vie ressemble rarement à la vie de ces Instagrammeurs. Ce n'est pas parce qu'ils annoncent 10 000 € de revenus mensuels, par exemple, qu'ils ont réellement un montant certain sur leur compte en banque. Surtout s'ils confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Vous pouvez faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et avoir zéro à la fin parce que vous avez tout dépensé. Ou bien tout simplement parce qu'ils ne savent pas compter et croyez-moi, le nombre de personnes qui ne sait pas compter est assez extraordinaire de nos jours. Il paraît qu'on n'est pas bon en maths. Les faits, ce sont des diplômes, ça peut servir, des chiffres, des résultats, des calculs de rentabilité, des vrais gens capables de témoigner. Vérifier les histoires avec des faits, se méfier du pouvoir des images. C'est un conseil que je pourrais donner aussi pour les personnes qui investissent dans l'immobilier, un petit peu plus spécifiquement. Parce que on voit des belles photos, on a envie d'acheter. Mais ça n'est pas parce que la maison est belle ou que la photo est belle que pour autant c'est une affaire rentable. Si vous voulez me donner envie d'acheter une maison, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez une superbe glycine sur votre photo devant la maison. J'adore les glycines, généralement. Alors, il faut qu'elles soient en fleurs, c'est quand même plus sympa. Généralement, je vais vous dire: «Ah ouais, la maison, elle est absolument géniale, elle me plaît». En fait, c'est pas la maison qui me plaît, c'est la glycine. Mais n'empêche que mes yeux vont me dire que ça serait peut-être une bonne affaire et que ce serait peut-être une bonne idée d'aller creuser. Ma calculette, ma tête, les faits, la rentabilité va confirmer ou pas que c'est réellement une bonne affaire. Attention au pouvoir des yeux. Je vous redonne ces 3 règles parce qu'elles sont importantes. Je décide par moi-même et donc je me forme pour ça. Je n'écoute que ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire qui ont obtenu des résultats, qui ont marché le chemin avant moi, qui ont l'expérience de ce qu'ils racontent. Je me méfie du pouvoir des images et je vérifie avec des faits, des diplômes, des chiffres, des résultats, des calculs, des gens, des vrais gens capables de témoigner. C'est grâce à ces 3 règles que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Elles sont toujours actives dans ma vie. Dites-moi dans les commentaires à qui vous feriez ou pas confiance en matière d'argent. Ça m'intéresse. Et quels sont vos critères aujourd'hui pour faire confiance? Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.